Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans Le Monde d'après, une édition spéciale consacrée à la communication de crise. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Charles Van Dievoort, journaliste chef d'édition pour le groupe IPM, La Libre Belgique, La Dernière Heure. Bonjour Charles. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, d'avoir l'occasion de vous interviewer aujourd'hui. Vous avez une longue expérience dans la presse, Charles, y compris sur BFM Radio. Vous êtes spécialisé également dans l'actualité économique. Quels sont les signaux d'alarme, Charles, qui font dire à un journaliste, là, une crise se profile à l'horizon, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette entreprise, et qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, et je me dois d'en informer les lecteurs, des auditeurs au sens large. Les signaux sont simples, hein. Vous avez dit le mot. Tout ce qui n'est pas logique est de l'ordre de la crise. Donc vous vous retrouvez très rapidement avec des situations de crise ou des éléments qui sont un peu des signaux qui guident le journaliste vers des sujets potentiels à traiter. Donc en gros, les signaux de crise, c'est tout ce qui n'est pas habituel. La presse parle rarement de tout va bien, tout se passe comme d'habitude. C'est souvent, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer normalement. Et là, on est généralement dans la position de la crise. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces face à la presse dans une situation de crise? Qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire? C'est ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui, et les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont envie de savoir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire dans une situation de communication de crise? Alors, il faut rien faire qui ne soit pas logique. C'est assez simple, en fait. Les trucs et astuces, derrière, c'est plus une recommandation de choses à prévoir. Parce que la communication de crise, ça s'anticipe avant tout. C'est vraiment quelque chose qui se travaille en amont au moment où la crise survient. Alors, la première des choses à faire, c'est quand on a bien préparé les choses, c'est qu'on ne panique pas. La panique est mauvaise conseillère. La panique fait dire des choses que l'on regrette après et qui aggravent la crise et qui oblige à un moment d'essayer de trouver des systèmes qui deviennent de plus en plus bancals. Ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Il faut aussi faire très attention quand on communique en période de crise à ne pas avoir un discours qui n'est pas cohérent. On arrive très vite, en fait, à avoir des positions divergentes au sein d'une même entreprise. On n'a pas bien coordonné la communication. Il y en a un qui dit blanc, le deuxième dit gris, le troisième dit noir, et le quatrième qui fait bande à part totale dit orange parce que c'est plus coloré, c'est plus joli. Et là, on se retrouve dans un discours qui n'est plus cohérent. On se retrouve à devoir éteindre des incendies qu'on a soi-même allumés, alors qu'on avait déjà suffisamment de mal à gérer l'incendie de base. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire, absolument pas. Il faut se rendre compte que la communication de crise, c'est l'image de l'entreprise et sa notoriété qui est en jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille en amont, ça se réfléchit, on essaye de trouver un cadre dans lequel on va opérer, de déterminer des gens qui vont prendre la parole, ceux qui ne vont pas prendre la parole. C'est très très important. Évidemment, chaque crise est particulière et donc chaque crise va amener à devoir faire des choses bien particulières que l'on ne peut pas anticiper, mais globalement, la communication, vous savez à peu près tout anticiper. Vous évoquez plusieurs éléments, donc c'est la cohérence d'abord au niveau du message, faire en sorte qu'au niveau du management, on ait un discours qui soit cohérent. Ça, c'est un tout premier élément que vous évoquez, parce qu'il en va véritablement de la notoriété de l'entreprise, la notoriété, et il en va de l'activité économique future, dans la mesure où si on fait paniquer ses propres clients, ses propres segments, ça signifie qu'on met en danger l'activité économique de sa propre entreprise, en fait. Oui, bien sûr. La communication de crise, c'est pas uniquement la communication vis-à-vis des médias. Ça, c'est un tempo de la crise. C'est généralement celui, quand la situation est la plus houleuse, il faut communiquer vis-à-vis des médias, il faut trouver un discours cohérent, il faut trouver des choses. Ça sert à rien de jouer faux, comme on dit chez les musiciens. Si vous jouez faux, ça s'entend tout de suite. Vous cachez des choses sous le tapis en vous disant personne ne va les voir. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un qui va lever le coin du tapis et qui va trouver ce que vous aurez fait. Mais il y a un deuxième temps également, et ça les gens l'oublient souvent, c'est que la crise, ça se gère après l'événement fort. C'est-à-dire
quand il s'agit de tirer les leçons de ce que l'on a traversé, d'adapter les procédures, d'adapter le fonctionnement, d'adapter le discours et surtout de rassurer finalement ses clients et même en interne, les gens qui travaillent en interne. Parce que la crise, ça secoue aussi le personnel. Donc vous avez plusieurs tempos de communication à avoir. Si vous les gérez pas tous, sincèrement, vous aurez des problèmes par après. Charles, merci. Vous êtes véritablement en train de nous éclairer aujourd'hui et de nous aider à comprendre le contexte d'une crise en évoquant justement cette communication à destination des médias. La presse, c'est un segment, mais il y a également les clients, il y a également le personnel. On va venir justement, on va évoquer ensemble dans un instant le fait d'avoir un discours qui ne soit pas faux. On va parler de la transparence. Avant ça, il y a un élément essentiel que vous avez évoqué, c'est le fait de ne pas paniquer en fait. Et la panique, en fait, c'est donner de la place à l'émotion. Et donc, est-ce qu'on peut dire à un chef d'entreprise qui vit une crise, attention, il faut contrôler ton émotion, c'est difficile quand on vit une crise de contrôler son émotion, mais quels conseils on peut donner? Comment est-ce qu'on peut inviter un chef d'entreprise à être factuel? Parce que c'est justement cette factualisation, la contextualisation, qui va nous permettre d'avoir un discours qui peut être rassurant, en fait. En fait, vous paniquerez beaucoup moins si vous avez anticipé une crise. Alors, comment est-ce qu'on anticipe une crise? C'est assez facile, hein, finalement. Il faut connaître ses faiblesses et il faut savoir dans quelle est la situation globale de l'entreprise, ce qu'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Si vous vous connaissez bien, vous savez où vous ne devez pas mettre les pieds et vous serez à l'aise là où vous pourrez les mettre. Ça a l'air idiot, ça a l'air basique, mais sincèrement, il y a énormément de gens qui le disent. Donc, il y a là de l'analyse, en fait. Quelle est notre situation? Comment est-ce qu'on fonctionne? On connaît nos faiblesses. On sait que là-dessus, on peut avoir un problème. Autant le savoir à l'avance. Ensuite, il y a une veille. Alors évidemment, ça dépend des secteurs dans lesquels vous travaillez. Tous les secteurs ne sont pas égaux là-dedans. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, beaucoup de crises surviennent via les réseaux sociaux. Pas toutes, évidemment, mais il y en a beaucoup. Une veille pour savoir ce qu'on dit de vous. Quelle est l'image que vous avez? Quels sont les problèmes que certains peuvent soulever? C'est déjà anticiper la crise, c'est déjà peut-être pouvoir corriger petit à petit les choses et rectifier un peu le tir en quelque sorte à droite à gauche. Donc vous avez là une façon d'anticiper qui est vraiment vraiment très importante. Et puis après il faut choisir le bon discours. Il n'y a rien de pire que de faire une erreur dans le discours et de s'enfoncer dedans. Parce que le jour où vous allez devoir le corriger, vous allez devoir vous contredire. Quand vous êtes contredit, vous avez perdu quasiment toute crédibilité. Et sincèrement, c'est très très difficile de la regagner. On a des conseils essentiels que vous nous donnez, la crédibilité, la notoriété, l'analyse, l'anticipation, véritablement désigner un porte-parole qui permet justement d'avoir une cohérence dans le discours. On va évoquer les réseaux sociaux. Avant cela, vous avez dit qu'il faut pouvoir avoir un discours qui soit cohérent. Alors, je vais un peu plus loin en évoquant la notion de transparence. On dit qu'un chef d'entreprise doit être transparent, mais est-ce que finalement la transparence n'est pas un mythe? Quand on est chef d'entreprise, on doit gérer des clauses de confidentialité, des négociations avec les syndicats, il y a des secrets d'affaires, il y a des relations à gérer donc avec des fournisseurs, avec des clients. Est-ce qu'on peut véritablement être transparent dans une crise? Est-ce qu'on est obligé absolument de tout dire? Ou est-ce que la transparence, finalement, n'est pas un mythe? Charles Van Divort, et je le rappelle, vous êtes chef d'édition pour le groupe IPM, la Libre Belgique, la dernière heure. Ah oui, alors on s'entend sur le mot transparence, évidemment. L'idée n'est pas de tout déballer sur la table instantanément quand on vous pose une question. Ça n'a pas de sens. Quand on parle de transparence, sincèrement, quand vous êtes pris la main dans le sac, parce qu'il y a une erreur, parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce que quelque chose ne se passe pas comme prévu, sincèrement, le cacher sous le tapis du bout du pied, ça va pas vous aider. Honnêtement, c'est généralement tout le contraire qui arrive. Et dès que vous aurez caché un petit quelque chose, les journalistes, ils vont aller gratter derrière et souvent, ils vont trouver. Donc, la transparence, c'est plutôt une certaine authenticité dans la communication. C'est en tout cas mon point de vue sur la question. Reconnaître quand il y a une erreur, mesurer et pouvoir dire on a détecté l'erreur et voilà ce que l'on a déjà mis en place pour pallier à cette erreur.
vous avez déjà fait un grand pas dans la transparence et avec un discours authentique. C'est-à-dire que quand vous anticipez les critiques qui vont vous être faites, parce que vous avez déjà mis en place ce qu'il faut, ben voilà un exemple qui permet à un chef d'entreprise de s'en sortir. Je vous prends un exemple d'actualité. On est en pleine crise sur le racisme. Alors, on n'est pas dans une entreprise, mais ça touche les entreprises. L'affaire George Floyd. Aux États-Unis, les Grammy Awards, qui récompensent les musiciens, ont décidé de supprimer une catégorie qu'ils primaient avant. Catégorie urbaine dans laquelle on retrouvait la musique électronique, le hip-hop, le rap, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont un problème, qu'il y a quelque chose de pas logique de cantonner un certain type de musique qui est assez fort associé à une certaine couleur de peau dans une catégorie, sans pouvoir leur permettre de concourir pour le titre de meilleur artiste ou de meilleur album. Voilà. C'est tout simple. Les Grammy Awards, c'est une entreprise, hein, ce n'est pas autre chose. Ben voilà. Avant même qu'on leur fasse le reproche, on leur fait depuis très longtemps, ça a pris une telle ampleur aujourd'hui l'affaire George Floyd qu'ils ont décidé de prendre les devants et d'expliquer les choses. De dire on va trouver une solution. Ils n'ont pas dit quelle solution. Ils ont retiré la catégorie, ils ont fait une autre. Encore une fois, c'est l'anticipation, mais l'anticipation y compris dans la communication à destination de la presse. J'ai juste une question un peu bête, un peu naïve. Est-ce qu'on peut refuser de répondre à une question d'un journaliste? Qu'est-ce qu'on risque si on refuse de répondre à une question d'un journaliste, Charles Van Livoort? Bien sûr qu'on peut refuser de répondre à une question d'un journaliste. On est encore dans une démocratie. Ceci dit, dans une dictature, vous n'auriez pas la possibilité d'avoir un journaliste qui vous pose la question. Donc, mais oui, bien sûr qu'on n'est pas obligé de répondre à une question d'un journaliste. À dire, écoutez, non, cette question, je n'y réponds pas. Parfois, il vaut mieux dire pourquoi. Parce qu'il y a des éléments confidentiels qui sont sous-jacents à la réponse et je ne peux pas les dévoiler, ou tout simplement en disant que la question est nulle et non avenue. Mais sachez que toute question à laquelle vous répondrez pas et qui est un peu louche, entraînera que le journaliste, normalement, s'il fait son travail, va aller gratter un peu plus loin pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc, il y a des questions où on peut facilement ne pas répondre, il y en a d'autres où il vaut mieux quand même essayer d'apporter une réponse parce que sinon vous ouvrez encore plus grand la porte aux ennuis. Il me reste deux questions, Charles. Vous avez évoqué les réseaux sociaux et c'est une thématique qui est véritablement interpellante pour les chefs d'entreprise. Dès qu'il y a une crise, il va y avoir cette peur de dire tiens, est-ce qu'il va y avoir des réactions sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence, mais des réactions sur des réseaux sociaux plus grand public comme Facebook aussi. Tout dépend automatiquement, on va retrouver des clients, on va retrouver des fournisseurs, on va retrouver des partenaires sur l'un ou l'autre réseau social. De quelle façon est-ce qu'on peut appréhender justement les réseaux sociaux et comment les remettre à la bonne place? Parce qu'on peut vite avoir un incendie sur un réseau social. Si on prend l'exemple de Twitter, autour des médias, on a souvent 10-15 personnes qui peuvent réagir de façon véhémente, alors qu'en fait, cela reste quand même un groupuscule qui est relativement contrôlé. Comment on peut appréhender, mettre les réseaux sociaux à la bonne place, à leur bonne place? La difficulté avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, vous ne maîtrisez rien. Vous n'êtes ni capable de contrôler le message, c'est-à-dire qui va le recevoir et qui va pouvoir le répercuter, les fameux partages, et vous n'allez pas pouvoir intervenir auprès de l'entreprise qui gère le réseau social parce qu'elle ne vous laissera pas faire. Principalement, à nouveau, on en l'anticipation, savoir ce qui se dit surtout un peu en permanence sur les réseaux sociaux, c'est déjà une façon de contrôler les réseaux sociaux et de pouvoir tuer dans l'œuf un problème qui pourrait surgir avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Ça, c'est ce Ensuite, les réseaux sociaux peuvent aussi être une arme à destination de l'entreprise, ou en tout cas utilisée comme telle par l'entreprise. On peut penser, par exemple, allumer un contre-feu, ne serait-ce que ça. Ça arrive, c'est compliqué à gérer, c'est dangereux, c'est à double tranchant, mais parfois ça fonctionne également. Donc, les réseaux sociaux sont pas forcément un ennemi, hein. Il faut vraiment les voir comme un outil, mais qui a une caisse de résonance tellement énorme que le jour où ça part, on peut être là-dessus, ça devient très compliqué à gérer. Je vous donne un exemple de pratique et de contre-feu allumé. Vous avez vu les manifestations des blouses blanches à Paris ces derniers jours.
cette infirmière qui se fait interpeller avec une certaine violence quand même par les policiers, et à peu près les réseaux sociaux s'insurgent en disant c'est scandaleux, on tape sur les infirmières que l'on applaudissait il y a quelques jours encore. Les images ne montraient pas ce qu'on fait avant l'interpellation de cette jeune femme. Il s'avère que la police de la municipalité de Paris, elle, a trouvé sur Internet les images qui précèdent et qu'on s'aperçoit que cette femme lance des cailloux sur les policiers et les insulte. Ça ne justifie aucune violence, on est bien d'accord, mais on comprend mieux l'intervention de la police. Et puis on regarde un peu attentivement quand les policiers emportent cette jeune femme, on voit que les policiers mettent leur bouclier parce qu'il y a une pluie d'objets qui leur tombent dessus. Ben voilà, c'est un peu un contre-feu, on essaye d'éteindre un incendie en disant voilà l'autre facette des choses, ça peut fonctionner. Là, en l'occurrence, ça fonctionne pour la police, pas vraiment une entreprise, ou en tout cas pas au sens premier du terme, comme on l'utilise ici. Mais c'est un exemple de choses qui peut être fait et qui peut être utilisé, et qui fait que les réseaux sociaux jouent sur les deux tableaux, défavorables et favorables. La contextualisation, c'est encore une autre astuce, un autre truc qu'on communique aujourd'hui. Une question, c'est la dernière que je vais vous adresser aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous voyez le monde tel qu'il tourne aujourd'hui. On traverse une crise sanitaire, on sort d'une crise sanitaire, mais on reste inquiet. On a un taux de propagation du coronavirus qui est aux alentours aujourd'hui, au moment où on se parle, de 0,86, 0,87 en Belgique. On entre dans une crise économique. Est-ce que cette crise sanitaire et cette crise économique ne sont pas des caisses de résonance par rapport aux crises que nous vivons actuellement? Est-ce qu'elles ne sont pas en train d'accentuer, de donner plus d'ampleur à certaines crises qui pourraient être en fait anodines? Par la force des choses, oui. Il y a deux choses. La première, c'est que pendant 3 mois, on a vécu, mangé, dormi, tout ce que vous voulez, coronavirus. Il n'y avait que ça, on n'entendait parler que ça. À peu près tous les autres problèmes étaient mis de côté. En fait, ces problèmes et ces crises, etc., elles n'avaient pas disparu, elles avaient juste été mises à l'écart. Une fois que le domaine médiatique s'est calmé avec le coronavirus, elles reprennent tout simplement leur place. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un deuxième élément, le calme qui a régné pendant quelques mois parce que l'inquiétude était là autour de ce Covid-19, a aussi pu, quelque part, un peu énerver les gens, et on les voit sortir aujourd'hui sur des choses peut-être sur lesquelles ils ne seraient pas sortis, ou pas de la même façon, ou pas aussi violemment. Vous voyez, c'est un petit peu le calme après la tempête après le calme, en fait, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est peut-être des éléments qui expliquent le contexte assez tendu aujourd'hui. On se cherche noise, comme on dit. Il y a des pics qui sont lancés. On n'a pas oublié les vieux problèmes. Voilà, ils nous reviennent dans la face parce qu'en fait, ils n'ont pas été réglés. Ils ont juste été mis de côté le temps d'une crise qui a pris le dessus. C'est d'ailleurs un élément important aussi dans la gestion de crise, mais sur lequel on n'a aucune emprise. Vous le savez comme moi, une actualité chasse une autre. Avec un peu de chance dans votre gestion et votre communication de crise, vous avez un événement complètement extérieur qui va venir vous sauver la mise, parce qu'il va prendre en fait toute la place médiatique. Non, le problème, c'est que miser là-dessus pour s'en sortir, c'est quand même vachement aléatoire. On devient un peu apprenti sorcier, hein. On devient un peu Harry Potter dans ce cas-là. Oui. Merci Charles Van Dievoort, c'était un plaisir de vous retrouver, de vous interviewer et de pouvoir bénéficier de votre éclairage. À très bientôt, dans le monde d'après peut-être, et en tout cas dans le monde concrètement aussi. Merci Charles Van Dievoort, une très bonne journée. À bientôt, au revoir. À bientôt.